Jean-Thomas Le Sueur, bonsoir. Vous êtes délégué général du think tank libéral Thomas More. Selon vous, la politique familiale, bonsoir, ne sert pas à corriger les inégalités, ne doit pas servir à corriger les inégalités. Son objectif depuis plus de 50 ans, c'est de promouvoir la natalité. Ce n'est pas un gros mot, c'est tout à fait légitime. À côté de vous, il n'est pas forcément du même avis. Claude Le Pen, bonsoir. Vous êtes économiste de la santé à l'Université Paris-Dauphine. Selon vous, moduler les allocations familiales selon les revenus des allocataires est une mesure simple de justice sociale. Plutôt qu'éparpiller les aides, il vaut mieux les concentrer sur les populations qui en ont le plus besoin. Et enfin, Hélène Périvier, bonsoir madame, économiste à l'OFCE, spécialiste des politiques familiales. Vous considérez que la politique familiale ne prend pas en compte la diversité des familles et leurs nouveaux besoins. Il faut la réformer donc dans son ensemble et pas seulement réajuster les allocations. On change tout. Alors, Nadia, une question. Oui. Les gens sont extrêmement concernés, les gens qui nous regardent, beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants, allez savoir. Une question de téléspectateur, une question statistique. Une personne qui voudrait savoir si on sait combien d'enfants comptent en moyenne les familles aisées et combien pour les familles plus modestes. Hélène Périvier, est-ce qu'on a des statistiques et est-ce qu'on a une idée des différences du nombre d'enfants selon le milieu social ? Alors, cette question, elle est un petit peu compliquée parce que la question du niveau de vie mélange à la fois le revenu et le nombre de familles, de personnes à charge dans le ménage. Si on a 6 000 € tout seul, on est plutôt riche, mais si on a 6 000 € et qu'on est 4, on n'est pas riche. Donc, effectivement, cette question-là est un peu compliquée. Donc, on peut regarder, par contre, en termes de catégories socio-professionnelles, est-ce qu'il y a des différences ? Là, il y a une autre difficulté, c'est que les catégories socio-professionnelles plus supérieures, les 4 sup, font des enfants plus tardivement, et notamment les femmes. Donc, il faut regarder plutôt les personnes en fin de vie féconde. Et si on regarde les statistiques de l'INSEE, mais je tweeterai un tableau tout à l'heure de l'INSEE, voilà, on voit qu'en fait, il n'y a pas de différence massive quand on regarde les femmes nées au début des années 60. En termes de CSP, les femmes de CSP+, ont un petit peu moins d'enfants que les autres, ce n'est pas massif. Les hommes de CSP+, ont par contre un peu plus d'enfants que les autres, et c'est vraiment lié à l'homogamie dans les couples. Mais ça, c'est un changement historique, parce que historiquement, le nombre d'enfants a diminué avec l'augmentation des sociétés, tout au cours des 19e et 20e siècles. Et c'est resté sans couple transversal entre les pays riches et les pays pauvres, avec des différences de taux de natalité. Ce qui est vrai, c'est que dans les sociétés occidentales aujourd'hui avancées, la différence tend à s'estomper. Alors, est-ce que c'est la fin de l'universalité ? Est-ce que l'équité va remplacer l'égalité ? Un chiffre Un chiffre montre que c'est le début d'une entaille dans cette oui. universalité, puisque 12% des familles seraient concernées, c'est-à-dire plus de 500 000 familles. Donc cette suppression interviendrait pour les couples avec 2 enfants à partir de 6 000 € net de revenus mensuels. François Hollande disait qu'à 4 000 € net, on était riche. Alors Jean-Thomas Le Sueur, est-ce qu'un couple qui gagne 6 000 € net avec 2 enfants est un couple aisé ? C'est compliqué d'y répondre. Là, je suis désolé, c'est la deuxième fois qu'on vous dit que c'est compliqué. Parce que ces mots n'ont pas de définition. Riche ou aisé, c'est pas évidemment pas facile à définir. Est-ce qu'il est légitime pour ces couples-là Écoutez, à mon avis, on est de moins en moins aisé aujourd'hui quand on est un couple de 40 ans avec 3 enfants qui gagnent 5 ou 6 000 € en région parisienne ou en tout cas en zone tendue. Pour se loger, notamment. Voilà, en particulier. Ça a été dit, évidemment, si vous gagnez 5 ou 6 000 € et que vous êtes seul ou que vous êtes 2 ou que vous n'avez qu'un enfant, vous êtes déjà plus confortable. Donc évidemment, c'est extrêmement relatif là où vous habitez, donc à la géographie et au nombre d'enfants. D'accord. Alors, selon vous, la politique familiale n'a pas cette vocation à corriger les inégalités. Néanmoins, François Hollande avait commencé à faire en sorte qu'il y ait modulation. Ce n'est pas la première entaille, c'est la deuxième. Oui, c'est la deuxième. Et d'ailleurs, il a été félicité par la Cour des comptes pour la redistribution qui en aura été faite. Oui. Moi je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure en commençant, je pense que l'objectif de natalité n'est pas un gros mot. Ça nous paraît terriblement old school, terriblement années 40 ou 50, j'en sais rien. Mais je pense que ça n'est pas illégitime qu'une communauté humaine, en l'occurrence une nation, se soucie de son avenir et de persévérer dans l'être, comme pour employer la formule de Nietzsche. Je prends juste 2 exemples. N'oubliez pas que la Russie aujourd'hui se dépeuple. Elle a aujourd'hui 6 millions de moins d'habitants qu'il y a 25 ans, qu'à la chute du mur. Et un voisin, et l'Allemagne, effectivement. Au dernier recensement, la chose est amusante, au dernier recensement en 2013, les statisticiens qui avaient prolongé leur courbe ont trouvé 1,5 million d'habitants de moins que ce qu'ils attendaient. Alors après, ça ouvre évidemment la question, à la question des migrants. On va pas Restons sur la France, s'il vous plaît. Mais voilà. Donc moi, je pense que l'objectif de natalité est de permettre et de soutenir les familles qui souhaitent faire un peu plus que 2,1 enfants, notamment. Parce qu'en France, on fait des enfants. On a un très bon taux de fécondité en Europe. Alors, on en fait relativement plus
plus que pas mal de nos voisins européens, pas tous, mais on va voir, parce qu'effectivement c'est un peu tôt pour porter un jugement définitif, mais on a déjà eu une année de baisse relative, légère, mais de baisse quand même réelle de la natalité, on va voir si on a une deuxième année. Je pense que, excusez-moi je termine, 1,9 enfants par femme, c'est pas un très bon chiffre, c'est un meilleur chiffre que ceux de nos voisins, mais c'est pas un très bon chiffre. Claude Le Pen, est-ce que cette dimension démographique, est-ce que la politique familiale joue sur la dimension démographique? Est-ce qu'on peut établir un lien de cause à effet entre la natalité et ces allocations? Il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent et qui écrasent ça. Par exemple, le statut des femmes. Les femmes qui travaillent, qui ne travaillent pas. Les conditions d'accueil des enfants. Mais quand on réduit la page, par exemple... la page, c'est une allocation importante. La page d'accueil des jeunes enfants qui se décline d'ailleurs sur toute une série d'allocations spécifiques et qui représente, alors pour le coup, quelque chose de relativement important à un moment où, effectivement, l'arrivée du premier enfant ou même du deuxième coûte cher parce qu'il faut réaménager le lieu de vie, etc. En ce qui concerne les allocations familiales, il y a un point de divergence avec mon voisin. Oui, lequel ? C'est que je pense que toute politique sociale est redistributive. C'est-à-dire que faire une politique sociale qui n'est pas redistributive, ça n'a tout simplement pas de sens. Qui prouve que cet argent économisé, à savoir 440 millions d'euros annuellement, donc c'est la somme dont il est question, sera redistribuée en direction des plus faibles. Rien ne prouve ça. Qui me prouve que les 4 milliards 200 millions d'euros qu'on va faire sur la politique de santé au terme de la LFSS, ce sera réinvesti dans le système? Rien. Alors ça, je suis absolument d'accord. Aujourd'hui, néanmoins, alors, après, qu'il fasse tracer les économies, qu'il fasse regarder. Moi, je suis prêt à faire des sacrifices, d'autant plus facilement que ces sacrifices contribuent au bonheur collectif. Si c'est fait un sacrifice qui se dissipe en chaleur dans la machine bureaucratique, c'est un petit peu plus compliqué. Bon. Néanmoins, je pense que les allocations familiales aujourd'hui, depuis une certaine hypocrisie de 2015 quand même, parce qu'on a maintenu le principe d'universalité tout en divisant par 4 le montant de l'allocation donné aux familles les plus riches. Donc, autrement dit, pour une famille de 2 enfants, 130 € le régime de base, et si vous êtes plus de 8 000 ou 9 000 euros, c'est 30 €. Qu'est-ce que la natalité a gagné à donner 30 € à une famille qui en gagne 8 ou 9 000? Je ne vois pas... Alors, un mot, Hélène Périvier. En revanche, ces 30 € économisés, redonnés à des pauvres, auront une productivité en termes social, en termes de bien-être, beaucoup supérieure à la perte, disons, des personnes les plus aisées. Hélène Périvier, vous voulez répondre à ça? Que les allocations familiales n'étaient pas universelles, puisque les familles avec un seul enfant ne touchent pas d'allocations familiales. Donc cette idée qu'on sape le caractère universel des allocations familiales me semble un tout petit peu exagérée. Et la question de la natalité est-elle old school ou pas? Moi, je pense que ce qui compte dans une société moderne, c'est plutôt que les gens puissent avoir le nombre d'enfants qu'ils désirent. C'est plutôt le cas en France et plutôt mieux que dans d'autres pays européens quand on fait des enquêtes d'opinion. Donc je pense que là, la politique familiale a plutôt à se réorienter sur la façon dont les enfants sont accueillis et aux différentes formes de famille. Alors, on n'a pas parlé d'un type de famille qui nous intéresse, Nadia, famille monoparentale. Oui, il faudrait se sacrifier pour venir en aide aux familles monoparentales. C'est l'argument du député marcheur Olivier Véran utilisé pour justifier cette redistribution. Et en effet, les familles monoparentales sont les plus vulnérables parmi les vulnérables. L'INSEE avait publié un rapport très alarmant sur la situation de cette population, qui est d'ailleurs très loin d'être marginale. Elle représente 22% des ménages avec enfants. Et il s'agit bien évidemment, essentiellement, de mères célibataires ou séparées. C'est le cas dans 85% de ces familles-là. Et surtout, ce sont des familles, on le sait aujourd'hui, qui sont de plus en plus exposées à la précarité. Elles sont même 40% à être en situation de pauvreté. Ça représente à peu près 3 millions d'enfants. Concrètement, ça veut dire qu'ils ne mangent pas correctement, qu'ils sont mal logés, qu'ils ne peuvent pas suivre leur scolarité normalement. Les fins de mois commencent très très tôt dans le mois pour ces familles-là. Et on pourrait égrener comme ça des statistiques inquiétantes assez longtemps. Mais néanmoins, Hélène Périvier, on le sait de façon sûre, c'est que la famille est en train de changer. Les femmes font des enfants plus tard, on se sépare plus facilement. Est-ce que ce n'est pas normal que la politique familiale s'adapte aux mutations de la société, de la cellule familiale? Si, normalement, elle doit effectivement s'adapter. Et c'est vrai que la situation que vous avez décrite est tout à fait exacte et alarmante. Et on voit qu'on n'a pas une politique familiale qui est adaptée à cette nouvelle configuration familiale. Donc il faut impérativement trouver des moyens de faire en sorte que ces enfants dont les parents sont séparés puissent avoir les mêmes conditions d'accueil que les enfants qui vivent avec leurs 2 parents. Or, élever un enfant quand on est parents séparés, tous les parents qui se sont séparés le savent, ça coûte beaucoup plus cher. Il y a 2 logements, il y a beaucoup plus de frais. Nous n'avons pas une politique familiale adaptée pour accompagner ces nouvelles configurations familiales. Il y a donc beaucoup à faire de ce point de vue-là. Le danger, ce serait de croire que cette mesure que je soutiens tient lieu de politique familiale.
C'est que parce qu'on l'a rendu redistributif, les allocations familiales, voilà, on a résolu le problème. Y a-t-il d'ailleurs une politique familiale? Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut effectivement la redéfinir. La critique, c'est que c'est un petit ajustement à la marge qui ne peut pas, que je trouve légitime, parce que ça va dans le sens des priorités sociales, mais qui n'englobe pas et qui ne peut pas résoudre le problème. Jean-Thomas Le Sueur, y a-t-il une politique familiale aujourd'hui? Puisque dans le gouvernement, il n'y a plus de ministre de la Famille. Laurence Rossignol avait la famille dans ses attributions, il n'y en a plus aujourd'hui. Oui, je vous répondrai. Non seulement, effectivement, il n'y a plus de ministère de la Famille, mais ça, à la limite, si le gouvernement est bien équilibré et si au sein du pôle social, il y a des compétences et les directions qui sont nécessaires, il n'y a pas de sujet en soi, on ne va pas se battre pour un intitulé de ministère, c'est ça que je veux dire. Après, plus intéressant, me semble-t-il, c'était le programme d'Emmanuel Macron pendant la présidentielle, où la famille avait la portion congrue, et en fait, il n'y avait rien sur le pouvoir d'achat et le bien-être des familles. Il y avait des choses sur la PMA, l'homophobie, le mariage pour tous, mais il n'y avait rien sur la vie des familles, si vous voulez. Et donc je pense qu'il y a une forme, alors peut-être que me direz-vous que je fais un procès d'intention, il y a une forme d'indifférence à la figure sociale qu'est la famille, à la cellule sociale qu'est la famille, dans le macronisme qui se dessine sous nos yeux. Enfin, moi, j'en suis assez persuadé. Et si vous m'autorisez à faire c'est peut-être juste du pragmatisme. Oui, mais ça répond aussi... Sans aller jusqu'à un déni. Ça répond aussi à une vision assez individualiste, assez, voilà, qu'on devine bien chez Emmanuel Macron, où il promet la réussite et l'épanouissement plutôt de chacun que de tous. Il me semble qu'on est plutôt dans ce monde-là. Et à mon avis, et j'en termine, je pense que c'est un peu anachronique, parce que cet individualisme-là, il est un peu daté. Je pense qu'il y a, au contraire, aujourd'hui, chez beaucoup de gens, et notamment chez les jeunes, un désir de communauté, un désir de vivre ensemble. Et la famille est la cellule immédiate et spontanée et naturelle pour ça. Et puis aussi, beaucoup d'avancées sociales ou sociétales ont exhibé le thème de la famille comme force d'opposition. Et donc la famille a été prise dans un mouvement politique qui la dépasse. Famille, c'est une récupération de la famille. Bon. Et donc il faut sortir de là aussi. Et donc, on essaye quand même d'établir des liens, parce que si on regarde un graphique montrant le fléchissement de la fécondité depuis 2014, on va peut-être le voir. Entre 2014 et 2016. Et passé 2 ans. Certains ont établi des liens entre ce fléchissement et l'absence de politique familiale de François Hollande. Ou la première entaille, on ne peut pas parler d'absence de politique familiale. La politique familiale, c'est une redistribution de l'ensemble des ménages vers les foyers avec enfants. En France, on redistribue beaucoup de richesse vers les foyers avec enfants. Le fait-on suffisamment? Le fait-on correctement? C'est une autre question. Le lien entre la politique familiale et l'indice de fécondité est extrêmement compliqué à montrer, d'abord parce que ça ne tient pas compte du report des naissances. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Par ailleurs, si vous regardez, certains pays ont des taux de fécondité extrêmement élevés, comme les États-Unis, bien que n'ayant pas, eux, de politique familiale, et des pays comme l'Allemagne dépensent beaucoup pour les familles, et pour autant, ils n'ont pas... Vous avez la Suède, qui a une démographie importante, certes, avec une politique familiale. Mais vous pourriez aussi dire que les pays dans lesquels les gens souhaitent faire des enfants, dans un espace démocratique, votent pour avoir une politique familiale généreuse. Donc, oui, Claude Le Pen, un mot. Oui, non, mais le graphique montre que la natalité peut baisser avec des allocations familiales. Parce que c'est passé... il y a eu un changement en 2015. À 1,93 enfants par femme en 2 ans. Alors que l'allocation familiale a changé en 1995. Ouais. Donc il y a 2 régimes. Et finalement, on voit que la tendance est la même, alors qu'il y a 2 régimes différents d'allocation familiale. Alors, ce qui milite pour l'effet plutôt limité. Ce qui milite pour votre chapelle, Claude Le Pen. Alors, écoutons un homme politique. Un homme politique qui pense que cette suppression est le début d'une histoire, l'histoire de la déconstruction du modèle social français. C'est l'inquiétude de Christian Jacob, le patron des députés Les Républicains. On le regarde. Si on rentre dans cette logique-là, jusqu'où va-t-on aller? On va le poser sur le problème de la santé, en disant mais pourquoi on va rembourser les frais aux gens qui ont tel ou tel revenu? On va le poser sur la retraite, mais il n'y a plus aucun pilier de solidarité. À ce moment-là, ces gens n'accepteront plus de cotiser en disant bah, attendez, nous, au nom de quoi on va cotiser, on va se faire notre retraite, on va se faire notre protection sociale et on casse tout le système de solidarité en France. Jean-Thomas Le Sueur, on se dirige vers une société sous conditions de ressources? Moi, les inquiétudes de Christian Jacob sont légitimes et on aimerait entendre le gouvernement répondre là-dessus parce qu'effectivement, ce qui apparaît à certains, comme mon voisin par exemple, peu de choses finalement dans ce plafonnement des allocations, effectivement, pourquoi à un moment ne le dépasserait-on pas sur d'autres secteurs de la Vous voulez dire le remboursement des frais liés aux maladies, des frais hospitaliers en fonction des... On y pense. Qui y pense?
Ah bah, il y a eu des rapports sur ce qu'on appelle le bouclier sanitaire, qui est c'est-à-dire de plafonner le reste à charge. C'est-à-dire de dire au fond, les gens, on a reste à charge, on plafonne le reste à charge, on met un plafond. Vous ne dépenserez pas plus de 300 € de votre poche. Bon. Et à partir du moment où vous avez dépassé ça, vous êtes pris à charge à 100%. Et le problème, vous y êtes favorable, vous? Et le problème, c'est que ce seuil, on peut le faire varier en fonction des revenus. Voilà. Donc, je pense effectivement qu'on est dans une espèce de grande mutation de la protection sociale française. C'est pas effectivement. Qu'on est passé sur des redistributions très horizontales, bien portants malades, célibataires, enfants, etc., à quelque chose qui est plus vertical, plus anglo-saxon d'un certain point de vue, en focalisant sur les groupes à risque, sur les groupes les plus défavorisés de la société. C'est théorisé, tout ça, on peut se référer à des philosophies sociales, à John Rawls, etc., etc. Donc l'idée d'avoir des groupes cibles, avec une politique sociale ciblée sur les groupes les plus à risque de la société. Maintenant, si on ne le fait pas, et si on maintient cette espèce de fiction quand même d'universalité, ce qu'on risque, c'est aussi un éclatement social. Parce que l'éclatement social que redoute Jacob, il peut aussi être inversé. Alors, il veut dire, à maintenir des choses inefficaces sur une population, etc., on fragilise le tissu social. Claude Le Pen, c'est réversible. Christian Jacob, qui incarne la droite. Christian Jacob, je parle de Christian Jacob, qui incarne une droite franchement très tranquille, très décomplexée, n'est pas le seul à redouter ça. Il y a des gens très à gauche qui redoutent la même chose. Et pour défendre les allocations familiales, eh bien, les plus riches ont trouvé un avocat inattendu, le leader communiste, Pierre Laurent. Thibault Nolte lui arrange avec amour le portrait. Regardez. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que le rapporteur de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée envisage de supprimer les allocations familiales des plus aisés, le chef des communistes y voit malice. Alors, faut-il rééduquer Pierre Laurent? Pierre Laurent a été élu en 2010, puis soviétiquement réélu en 2016 avec 81% des voix, secrétaire national du PCF. Communiste depuis ses 15 ans, Pierrot a toujours bouffé de la lutte sociale et défendu les faibles contre les forts. Cette fois, il défend les allocs des riches. Amaury, oui. Je crois que j'aime le communisme. Oui, tout ce rouge, c'est excitant. Le sénateur de Paris redoute qu'une limite de ressources pour les allocs ne constitue un engrenage. 6 000 € de plafond aujourd'hui, 600 demain. Avec des arguments différents, le gardien du temple Coco, moins de 2% au présidentiel 2007, fait cause commune avec la droite serre-tête. Amaury, oui. Avez-vous jamais essayé le communisme? Non, ni le communisme d'ailleurs, j'ai peut-être raté un truc. Pierre s'est compté. L'ex-lycéen prêt à la castagne avec d'autres obédiences communistes, capable de bloquer son école pour sortir la militante Angela Davis de prison, a obtenu une maîtrise d'économie et est devenu patron de parti de presse, 8 ans à la tête de l'UMA. Amaury, oui. Un communiste libéral, c'est rassurant. Ah oui, oui, oui. Mais est-ce qu'il est libéré? Chez Pierre Laurent, la lutte est une affaire de gamètes. Père, mère, frère, oncle, tante, cousin ont tâté du PC ou de la CGT. Même ses enfants sont contaminés. Batailler pour un cadeau aux familles archi non prolétaires tient de l'anomalie génétique. Pierrot de Belleville serait-il un rouge OGM? Merci Thibault Nolte. Vincent. Hélène Périvier, je ne sais pas si on assistera à la convergence des luttes avec Christian Jacob et Pierre Laurent. Et Pierre Laurent côte à côte. Mais est-ce que cette réforme voulue ou projetée par le gouvernement est selon vous une réforme de gauche ou de droite? Et en fait, ça dépend de l'ensemble. C'est pas étonnant cette concordance entre les deux opinions. Parce qu'en fait, d'un côté, Christian Jacob nous dit qu'il faut donner plus aux familles riches. C'est le principe d'équité horizontale. On ne doit pas avoir son niveau de vie qui baisse quand on a des enfants, même quand on est riche. Et puis, si c'est défendu à gauche, c'est aussi parce que derrière, il a l'idée, mais avec un impôt extrêmement progressif et extrêmement fort, on va récupérer sur l'ensemble des ménages riches. Donc, ce que je ne crois pas que Christian Jacob serait d'accord pour mettre en place. Donc, il n'y a pas vraiment de dissonance de ce point de vue-là entre la droite et la gauche. Simplement, il y a l'articulation qu'on veut faire entre une redistribution des ménages sans enfants vers les ménages avec enfants et des familles riches vers les familles pauvres. Qui va-t-on mettre à contribution pour payer la politique familiale? Dans ce cas-ci, nous aurions pu imaginer que les ménages qui sont aujourd'hui sans enfants à charge, mais qui ont élevé des enfants dans les années 70-80
avec des allocations familiales extrêmement généreuses, un quotient familial qui n'était pas c'est-à-dire les retraités d'aujourd'hui qui ont déjà le sentiment d'être ponctionnés et oui, d'être mais eux ne sont pas défavorisés. mis à contribution pour financer une politique familiale d'aujourd'hui, alors qu'eux-mêmes ont bénéficié sur leur cycle de vie d'une redistribution extrêmement favorable. Donc le problème est loin d'être simple. Oui, certes. C'est un paradoxe amusant, mais qui montre bien un peu les impasses dans lesquelles nous sommes, en réfléchissant de manière... puisqu'on peut faire payer les retraités pour faire payer les jeunes d'aujourd'hui. Donc je pense que, si vous voulez, premièrement, effectivement, il y a une politique familiale à mettre en place. Effectivement, on est dans des petits coups de rabot qui ne changent pas les choses. Elle n'est pas mauvaise, cette mesure en soi, elle est plutôt équitable. Mais ce n'est pas la solution, disons, de nos problèmes. Je pense que ce qui est vrai sur la politique familiale est aussi vrai de la politique du logement, c'est aussi vrai de la politique de santé, c'est de manière générale. Et c'est vrai que nous sommes à une époque de réadaptation. Ça ne m'étonne pas, c'est un petit peu de conservatisme. Jean-Thomas, sur une question tout à fait sommaire, mais à quoi ça sert pour un pays d'avoir des enfants? Je vais refaire la réponse que j'ai fait au début, à persévérer dans l'aide, c'est-à-dire à pousser la pierre un pas de plus. Et à payer les retraites de ces gens plus tard. Oui, mais c'est plus que ça. Non, mais c'est plus que ça. C'est l'élan vital aussi. C'est l'envie de se poursuivre. Bien sûr, je vous taquinais. C'est assez logique, me semble-t-il. C'est même assez simple, semble-t-il, de raisonner comme ça. C'est pas le pays qui fait les enfants. Ce sont les citoyens. C'est les enfants parce qu'ils sont absolument. Et il en sort. Voilà. Il en ressort un bénéfice collectif, mais c'est un calcul individuel. Merci à tous les trois de ce débat fécond.